Bonjour à tous et bienvenue à cette takeaway qui va traiter de la question des ordres de grandeur de consommation énergétique. Nous sommes tous de plus en plus sensibilisés aux problématiques environnementales, mais quels sont les grands chiffres à avoir en tête pour bien mesurer l'ampleur des défis qui nous attendent? Et au sein des multiples facettes qui composent ces problématiques, quelle est la place du numérique et comment réduire son empreinte? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette courte présentation. Je commencerai par vous parler de l'énergie, d'une rapide histoire de la révolution industrielle et de la quantité d'énergie qui est consommée dans la société actuelle. Je vous donnerai également quelques ordres de grandeur à la fois du quotidien, de la vie personnelle, mais également du pays dans son ensemble, en se concentrant sur la France car c'est là où on peut avoir le plus d'impact. Je donnerai également quelques ordres de grandeur globaux, notamment liés au changement climatique. Et grâce à tous ces éléments de contexte, j'aborderai la question du numérique et des façons de réduire son empreinte, qui sont des sujets qui nous intéressent directement chez Publicis Sapient. Au niveau de mes sources, je vais être très transparent dès le départ. Mes analyses reposent beaucoup sur celles de Jean-Marc Jancovici, notamment celle qu'il développe dans le cours qu'il a donné aux Mines de Paris en 2019 et qui est disponible gratuitement sur YouTube. Un dossier Drive est également disponible gratuitement avec tous les audios et toutes les retranscriptions des cours. Et pour la partie numérique, je me suis grandement inspiré du rapport Lean ICT pour une sobriété numérique qui a été rédigé par le Shift Project, dont un des cofondateurs est Jean-Marc Jancovici. Dans une grande partie des cas, quand mes sources ne seront pas sur les slides, il s'agira de slides qui ont été reprises des présentations de Jean-Marc Jancovici que j'ai essayé de condenser. Tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie? D'un point de vue strictement physique, l'énergie n'est pas vraiment une chose en soi, mais plutôt une mesure de changement d'état d'un système. Et une façon de bien comprendre ce que ça signifie est de revenir à la base, c'est-à-dire l'énergie de nos propres corps qui nous permet d'évoluer dans le temps et dans l'espace. Notre énergie nous vient de deux sources, de l'alimentation et de la respiration. Et pour donner un premier ordre de grandeur, les 3500 kcal que nous consommons en moyenne par jour correspondent environ à 4 kWh. Le kilowattheure va être l'unité de mesure de l'énergie que nous utiliserons tout au long de cette présentation. Cela correspond à une unité de puissance, c'est-à-dire le watt sur une heure. Par exemple, un four d'une puissance de 2000 watts qui fonctionne pendant une heure aura dépensé une énergie de 2000 Wh, donc 2 kWh. Nos 4 kWh correspondent donc à 2 heures de four à 2000 watts. Watt puissance, kilowattheure, énergie. Maintenant, l'énergie contenue dans un litre d'essence est de 10 kWh. L'énergie thermique. Cette énergie va pouvoir être convertie en énergie mécanique ou en travail mécanique utile, par exemple en passant dans un moteur et en permettant à une voiture d'accélérer, mais avec un rendement qui sera de l'ordre de 1 tiers en gros. Pour 10 kWh d'énergie thermique contenue dans notre litre d'essence, on ne récupérera qu'environ 3 kWh de travail utile qui aura servi à déplacer quelque chose. Enfin, pour avoir un dernier ordre de grandeur en tête, l'énergie contenue sous forme chimique dans la batterie d'un smartphone sera, elle, plutôt de l'ordre de la dizaine de wattheures, soit déjà 1000 fois moins que le litre d'essence. On voit tout de suite que le smartphone est un objet extrêmement performant d'un point de vue énergétique, il ne transporte pas avec lui beaucoup d'énergie. Passons tout de suite à la révolution industrielle. Comme vous le savez, la révolution industrielle a consisté en une explosion de l'usage de l'énergie qui a été rendue possible grâce à l'invention de la machine à vapeur. Pour beaucoup, les sources d'énergie étaient déjà connues depuis bien longtemps, le pétrole était utilisé dès le début de la civilisation. Et ce qui a changé, c'est l'ordre de grandeur de la quantité totale d'énergie disponible par personne et l'ordre de grandeur de la population mondiale. Depuis la fin du 19e siècle, nous avons ainsi multiplié par 4 la quantité d'énergie disponible par personne en moyenne dans le monde et par environ 8 la population mondiale. Ce qui nous fait un facteur multiplicatif global de l'ordre d'environ 30. Et quand on pense
que l'énergie est une mesure de changement d'état d'un système, cela signifie, grosso modo, que nous faisons changer l'environnement autour de nous 30 fois plus rapidement qu'avant l'ère industrielle. Donc 30 ans du 21e siècle correspondent en termes de transformation de l'environnement à en gros un millénaire d'ère pré-industrielle. Et un chiffre très important à avoir en tête, c'est que dans toute cette énergie qu'on utilise, 80% viennent de sources fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. La conséquence de cette capacité accrue à transformer l'environnement est une explosion de la richesse produite, car une énorme partie de la vie économique consiste à gérer un flux de matière, un flux de transformation physique pour offrir un service ou un produit. Pendant très longtemps, la croissance économique de l'humanité a été très limitée, voire nulle. Depuis le début de la révolution industrielle, on est autour de 3% par an. Une grande question est de savoir jusqu'à quand cette croissance exponentielle peut continuer. Il est en effet fondamental de se rendre compte à quel point nous vivons dans un monde de machines. Pour rappel, l'alimentation correspond à peu près 4 kWh et un litre d'essence fait 10 kWh. Mais toute l'énergie que l'on récupère par notre alimentation ne sert pas à produire du travail mécanique utile, comme par exemple déplacer des pierres ou pelleter de la terre. Si l'on parle de l'énergie utile que sont capables de fournir nos jambes, on a un rendement qui est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire qu'en travaillant toute la journée de façon assez intense, par exemple en portant des choses sur son dos, on va pouvoir fournir à peu près 0,5 kWh de travail utile en termes de déplacement de matière. Pour ce qui est des bras, c'est encore pire. Le rendement est seulement de l'ordre de 1%. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'énergie qu'on aura consommée aura été utilisée pour le processus de la digestion en tant que tel et aura été aussi dissipée sous forme de chaleur. Alors qu'on s'en souvient, l'énergie thermique contenue dans le litre d'essence va pouvoir être convertie en énergie utile avec un facteur de l'ordre de 30%. Et si on fait un rapide calcul économique, on se rend compte que pour produire 1 kWh de travail mécanique utile, il faudrait payer de l'ordre de plusieurs centaines d'euros pour un travailleur humain, alors qu'au prix actuel de l'essence, ça coûte moins de 1 euro. Les chiffres exacts ne sont pas importants ici, mais il faut bien retenir que grâce à l'énergie fossile, grâce à l'industrialisation, on retrouve systématiquement des facteurs de l'ordre de plusieurs dizaines à quelques centaines en termes de performance et d'efficacité des coûts. Maintenant, passons aux ordres de grandeur du quotidien. Tout d'abord, un ordre de grandeur global à l'échelle de la France. Il faut savoir que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de l'ordre de 11 tonnes de CO2 équivalent par an, et que malgré toutes les discussions autour du développement durable, toutes les COP, toutes les promesses politiques, malheureusement, pour l'instant, dans les chiffres, cette empreinte carbone ne diminue pas. Elle a tendance à stagner. On constate une diminution des émissions directes sur le territoire. Par contre, à cause de la consommation de produits importés, il y a une compensation, voire une légère augmentation. De plus, même si on a en tête que l'énergie française est en effet très décarbonée grâce au nucléaire, le mix énergétique français global est constitué quant à lui de 50% d'énergie fossile. On voit 30% pour le pétrole et un peu plus de 15% pour le gaz et le reste à la marge avec du charbon. En effet, quand on regarde la répartition de la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire que vraiment l'utilisateur consomme directement, on voit que dans les transports, le pétrole est dominant et que, notamment dans le bâtiment et l'industrie, le gaz reste très présent. Maintenant, pour des ordres de grandeur un petit peu plus proches de la vie quotidienne, en ce qui concerne l'alimentation, on se souvient que notre alimentation quotidienne correspond à environ 4 kWh. Un autre ordre de grandeur intéressant à avoir en tête est que pour de l'agriculture dite conventionnelle, on a à peu près besoin de 7 calories pétrole fossile pour créer une calorie alimentaire. Nos 4 kWh d'alimentation quotidienne correspondent donc à une trentaine de kWh d'énergie fossile, soit à peu près l'équivalent de 3 litres d'essence. Or, il se trouve qu'un litre d'essence émet plus d'1 kg de CO2.
En effet, le litre d'essence va fournir la molécule de carbone dans la molécule de CO2, mais les molécules d'oxygène, qui sont plus lourdes que le carbone, viennent de l'atmosphère. Donc 1 litre d'essence qui pèse 720 grammes émettra 2,4 kg de CO2. Ce qui fait que les 3 litres d'essence nécessaires pour créer notre alimentation industrielle quotidienne auront émis environ 6 kg de CO2, soit 2 tonnes de CO2 par an. Bien sûr, il s'agit de grands ordres de grandeur, c'est très caricatural, à ne pas prendre au pied de la lettre très précisément, mais c'est des grands chiffres à avoir en tête. Évidemment, il y a énormément de variabilité et on ne peut pas oublier de dire que la viande et les produits laitiers représentent plus de 80% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Maintenant, en ce qui concerne le transport, on voit sur ce graphique que les différents moyens de transport ne sont pas du tout équivalents entre eux, mais je n'apprends rien à personne. Un ordre de grandeur très facile à garder en tête est que l'avion et la voiture se situent autour de 5 litres au 100 km. Et si on se souvient qu'un litre d'essence fait à peu près 2 kg de CO2, on va donc émettre, avec l'avion ou la voiture, à peu près 10 kg de CO2 au 100 km. Si on prend l'exemple d'un Paris-Bangkok de 20 000 km, on sera donc à peu près à 2 tonnes de CO2 sur ce trajet, soit environ 1 an de nourriture industrielle, ou encore 1000 litres d'essence. Maintenant, en ce qui concerne le logement, je suis allé juste tout simplement regarder sur mon espace EDF particulier, et il est intéressant de voir que la consommation d'eau chaude représentait dans le cas de foyers similaires au mien 40% de la facture énergétique et le chauffage environ 30%. Là encore, si on veut faire des économies d'énergie, il y a des grands ordres de grandeur à avoir en tête pour savoir sur quoi se concentrer en premier lieu. Maintenant, passons à des ordres de grandeur plus globaux. Déjà, un ordre de grandeur très important à avoir en tête, c'est la concentration en CO2 à l'échelle mondiale, la concentration moyenne, et son évolution depuis la révolution industrielle. On est sur une évolution de plus 50% en moins de 150 ans. Et il faut savoir que quel que soit le lieu de la source d'émission du carbone, après 1 an ou 2, il y aura eu suffisamment de brassage dans l'atmosphère pour que le carbone ait été réparti de façon uniforme à la surface de la Terre. La conséquence, maintenant tout le monde le sait, ça n'est plus un débat scientifique, c'est une augmentation de l'effet de serre et donc une augmentation de température très rapide à la surface de la Terre. Dans les 800 000 dernières années, l'augmentation de température la plus rapide a été de plus 1 degré en 1000 ans. Aujourd'hui, on a déjà fait plus 1 degré en 100 ans. C'est 10 fois plus rapide. Et étant donné la direction qu'on est en train de prendre, on est déjà à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle et très probablement plus 2, peut-être même plus 3, plus 4, voire plus 5, plus 6, plus 7 degrés. Et évidemment, les écosystèmes ne sont pas du tout prêts à prendre un tel différentiel de température aussi rapidement. On sait à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans à moins 5 degrés. Je ne passe pas trop de temps à détailler cette slide. On voit bien que ça n'est pas du tout la même histoire. Et malheureusement, quand on parle d'évolution de la température moyenne, ça cache une autre réalité qui est que la variabilité des phénomènes va s'accentuer. Et donc on aura beaucoup plus de phénomènes climatiques extrêmes, même si la température moyenne bouge entre guillemets uniquement de 2 degrés. Et tout ce discours aujourd'hui n'est pas du tout le discours d'un militant écologiste radical, c'est un discours officiel. La France s'est officiellement engagée dans la loi énergie-climat à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il s'agit très simplement de passer de 11 tonnes de CO2 par Français et par an à 2 tonnes de CO2 par Français et par an. L'effort à fournir est un peu supérieur à 5% par an. C'est de l'ordre d'un Covid par an en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, c'est le chiffre choc qui fait très peur. Personne n'a envie de vivre un Covid tous les ans, évidemment, mais si on prend l'analogie avec un régime pour de la perte de poids, le Covid, c'est perdre du poids en s'amputant la jambe. Il y a peut-être d'autres façons de le faire qui peuvent être beaucoup moins douloureuses, sachant que malheureusement, si on ne fait rien, ce sera dans tous les cas très douloureux à cause des effets négatifs du changement climatique. Un dernier point sur lequel je ne m'attarderai pas trop, c'est la notion de double contrainte carbone, à savoir que on voit sur ce graphique l'évolution de la variation annuelle des découvertes en pétrole,
Si au début de la révolution industrielle, on était à plus 20%, plus 10%, plus 15% de pétrole par an, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de plus quelques pourcents, voire zéro. Et viendra le moment où physiquement, les ressources étant fossiles, on n'aura plus le moyen d'extraire toujours plus de pétrole du sous-sol. Et donc, l'apport énergétique dans l'économie est voué à se contracter à un moment et à un autre. Et aujourd'hui, de plus en plus d'experts se disent que nous pourrions être en train de vivre le moment de passage d'une expansion à une contraction, précisément en ce moment, ou en tout cas dans les quelques années à venir. Et le numérique dans tout ça. Tout d'abord, il faut se sortir de la tête que numérique égale dématérialisé égale pas de flux physique. C'est en fait tout le contraire. Une société de services repose sur des flux physiques. On le voit ici très bien dans le cas de la Chine, où on a le lien entre la partie de la population employée dans les services et le nombre de tonnes de CO2 émises par habitant et par an. On voit que c'est une relation quasiment linéaire. Et en fait, c'est quelque chose qu'on comprend très bien. Par exemple, j'ai fait une mission récemment à la Fnac. Alors oui, pour la Fnac, je fais de l'analyse de données, je fais de l'informatique, je ne dépense pas forcément énormément d'énergie par mon utilisation des serveurs, mais pour que j'ai ces analyses à faire, il faut bien qu'il y ait des magasins qui existent à la Fnac, il faut que les produits aient été fabriqués, il faut qu'ils aient été transportés, il faut que les vendeurs viennent le matin, etc., etc., etc. Et les services apparaissent dans une société complexe qui a besoin de gérer énormément de flux physiques, justement. Et finalement, même le numérique, pris en tant que tel, n'est pas si léger que ça dans la balance. Il pèse même relativement lourd, 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et le plus inquiétant est que sa croissance est très forte dans un contexte où on est censé commencer dès maintenant à réduire globalement le quota d'émissions mondiales. La cause principale est dans la multiplication des équipements. Du côté des pays riches, ça va se traduire par tout ce qui est IoT, l'Internet des objets, la multiplication des terminaux. Et du côté des pays en développement, c'est l'explosion des connexions mobiles et notamment 4G. Ordre de grandeur très important à avoir en tête, un ordinateur, c'est de l'ordre de 500 kg de CO2 émis. Quand on pense qu'il faut être à 2 tonnes par personne et par an en 2050, on voit qu'on est déjà à 25% du total, sauf qu'on aura besoin de dépenser pour d'autres choses aussi. Si on regarde simplement en termes d'énergie, on voit que c'est l'équivalent de 1000 heures de four de 2000 watts allumé, soit 2 mois et demi d'un four de 2000 watts allumé à fond. C'est loin d'être neutre. Le réseau est loin d'être neutre non plus, même si c'est la fabrication des terminaux qui va peser le plus. Le réseau peut être assez gourmand en énergie. Ensuite, ça va beaucoup dépendre du taux de carbonation de l'électricité du pays en question. Donc, en France, on sera très bon sur ce côté-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, il y a un facteur de l'ordre de 10, voire quelques dizaines, entre l'énergie qui est consommée par le terminal que l'utilisateur a en main et l'énergie qui est consommée en amont dans les serveurs et dans le réseau. Donc la dépense d'énergie qu'on voit avec la batterie de son téléphone ou de son ordinateur n'est pas du tout révélatrice de la quantité d'énergie qui a été mise en place pour rendre le service. De plus, plus on a besoin de réseaux notamment, et plus il va falloir construire les infrastructures réseau nécessaires, et ça encore, ça peut être très émissif. Que faire ? Le rapport du Shift Project propose quelques pistes très concrètes. Tout d'abord, on a vu que l'effort doit se concentrer sur la réduction du nombre de terminaux, car c'est au niveau de la fabrication que l'essentiel des émissions se fait. Le Shift Project propose donc d'allonger la durée de vie des ordinateurs portables professionnels de 3 à 5 ans, également d'augmenter la part de smartphones pro-perso dans le parc des smartphones professionnels. D'une manière générale, il y a un besoin de mettre en place des métriques environnementales. Il faut que la mesure des émissions carbone prenne une part importante dans la décision au même titre que les aspects économiques. Ici, on a l'exemple d'une entreprise qui voudrait installer des écrans dans ses locaux. Elle va devoir faire un travail de benchmark, de regarder en fonction de la taille de l'écran, de combien de temps il est allumé par jour, de son taux de renouvellement, quelles vont être les émissions associées. Il faut globalement se mettre à mesurer ces choses-là pour pouvoir agir dessus et les faire baisser, car on a vu que
beaucoup des émissions sont en fait inaccessibles à nos sens au quotidien. Voilà, ce sera tout pour cette présentation. Je vous laisse une dernière fois avec les chiffres essentiels à avoir en tête. On a vu les 4 kWh de notre alimentation quotidienne, un facteur de transformation de 10% pour les jambes, de seulement 1% pour les bras, là où nos 10 kWh d'essence auront un rendement de 30% pour fournir du travail mécanique, donc on n'est pas du tout sur la même productivité. Un ordinateur, 500 kg de CO2, et 1 litre d'essence émet 2 kg de CO2, même si ce n'est pas intuitif. Enfin, gardons tous bien en tête collectivement que l'objectif national est de passer de 11 tonnes de CO2 par Français et par an à seulement 2 tonnes d'ici 2050, et ce sera un effort très important à faire tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube de Publicis Sapiens. Merci et à bientôt!